Il est toujours payant de respecter ses aînés, surtout lorsqu'ils sont faits d'acier et qu'ils changent à jamais la face de la guerre. Voici le grand-père de tous les chars modernes, le petit Renault, faible tonnage. Même s'il ressemble à une poubelle sur chenille comparé aux mastodontes des champs de bataille d'aujourd'hui, ce pionnier miniature a introduit des caractéristiques révolutionnaires que les chars allaient adopter pendant le siècle suivant. Issu de l'impasse sanglante de la Première Guerre mondiale, où le front occidental broyait des vies avec tranchées, barbelés et mitrailleuses, ce petit combattant allait bouleverser les règles et briser l'impasse. Les origines. 1916. Le front occidental est un enfer de boue, de sang et de futilité. Les deux camps sont désespérés de briser l'impasse. Les premiers chars avançaient déjà sur les champs de bataille. De lourds monstres métalliques comme les colosses britanniques en losange et le char d'assaut Schneider, un français. C'étaient essentiellement des forteresses mobiles, des bêtes blindées conçues pour écraser les barbelés et mener l'infanterie à travers le cauchemar du No Man's Land. Le colonel Jean-Baptiste Estienne, officier d'artillerie français innovant, avait une vision différente. Et si, au lieu d'un gros char, nous fabriquions beaucoup de petits chars, ils submergeraient l'ennemi comme un essaim d'abeilles et coûteraient moins cher. Estienne présenta son idée à Louis Renault, qui, intrigué, fit réaliser une maquette en bois en octobre 1916, puis rien ne se produisit. Le projet s'est heurté de plein fouet au plus grand ennemi de l'armée, la paperasserie bureaucratique, et le commandement reste obstinément attaché à leurs énormes cuirassés terrestres. Après de nombreux bouleversements politiques et militaires en France, le premier prototype fut enfin testé en janvier 1917. Des commandes pour 150 unités furent passées en février, mais l'enchevêtrement de la bureaucratie française exigea davantage de tests en avril et en mai. La production débuta sérieusement en septembre 1917, près d'un an après le concept initial. Une belle démonstration d'innovation militaire. Attribution des noms. Le véhicule résultant fut baptisé Renault faible tonnage, un nom qui ne signifie absolument rien. C'était juste la prochaine combinaison de lettres disponible dans le système de dénomination de Renault. Certains ont suggéré de façon romantique que FT signifie faible tonnage, ou encore franchisseur de tranchées. Mais ce ne sont que des mythes fantaisistes. Parfois appelé FT-17 en référence à son année d'introduction. Ce nom n'apparaît dans les archives qu'après la guerre. Dimension. Selon les normes modernes, le Renault faible tonnage était ridiculement petit, le chihuahua du monde des chars. Il ne pesait que 7,3 tonnes, soit 6589 kg. Il mesurait à peine 2,13 mètres de haut et s'étendait sur seulement 3,5 mètres de long. Cela fait 16,25 pieds ou 5 mètres si l'on inclut sa queue traversant les tranchées, pour plus de 5,5 pieds ou 1,60 et 11 mètres de large. Ce char était plus étroit que la plupart des SUV actuels. On pourrait pratiquement en garer 3 dans un garage standard. Armes. Comme d'autres chars de l'époque, le Renault faible tonnage existait en version mâle et femelle. La version mâle avait un canon Puto semi-automatique 18 de 37 mm, la femelle une mitrailleuse Hotchkiss M1914 de 8 mm. Cet armement paraît faible face à d'autres chars de l'époque, mais le Renault faible tonnage possédait un atout révolutionnaire. Ses armes, installées dans une tourelle rotative, offraient un tir à 360 degrés, faisant de ce char le premier à profiter de cette innovation. Bien que des voitures blindées aient déjà utilisé des tourelles auparavant, c'était la première fois qu'une tourelle apparaissait sur un véhicule chenillé. Cette seule caractéristique était tellement révolutionnaire que pratiquement tous les chars depuis, du puissant Tigre de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'Abrams d'aujourd'hui, ont suivi cet exemple. C'est comme si Renault avait inventé l'équivalent de la roue pour le char. L'équipage. Contrairement aux autres chars de la Première Guerre mondiale qui demandaient un équipage aussi nombreux qu'une équipe de basket, le Renault faible tonnage ne requérait que 2 personnes, un conducteur dans la coque et un commandant derrière, opérant la tourelle. Les armes étaient aussi confortables que porter une armure dans une cabine téléphonique lors d'une canicule, mais elles étaient très efficaces. Blindage. Protégé par des plaques d'acier de 8 mm sur la coque et jusqu'à 22 mm sur la tourelle, le Renault faible tonnage résistait aisément aux tirs d'armes légères.
Bien sûr, un tir direct d'artillerie en ferait toujours un cercueil coûteux, mais bon, c'est le risque à prendre quand on conduit ce qui s'apparente à une bouilloire motorisée sur un champ de bataille. Et en termes de performance, le Renault faible tonnage a aussi été le pionnier d'une autre caractéristique désormais standard sur les chars modernes, un moteur monté à l'arrière, en l'occurrence une bête Renault à 4 cylindres, développant la puissance impressionnante de 35 chevaux. Oui, c'est moins puissant que de nombreuses tondeuses autoportées modernes. Ce moteur permettait aux chars d'atteindre environ 8 km/h, soit 5 miles par heure. Les piétons pouvaient que dépasser, mais il était très rapide. Pour les chars de 1917, son autonomie était d'environ 35 km, 22 miles. Ce n'était pas un vrai tout-terrain, mais il suffisait pour soutenir l'infanterie en première ligne, selon les chiffres de production et les variantes. Une fois la production réellement lancée, le Renault faible tonnage est devenu la Forte des chars. Environ 3700 exemplaires furent construits à la fin de la guerre, ce qui en fait de loin le char le plus produit de la Première Guerre mondiale. À titre de comparaison, les Britanniques n'ont fabriqué que 400 chars Mark V, tandis que les Allemands n'ont réussi à produire qu'une vingtaine d'A700. Le Renault ne se contentait pas de gagner la course à l'innovation, il dominait aussi largement sur le plan des chiffres. Pendant que les ingénieurs amélioraient ce nouveau modèle de char, plusieurs variantes sont apparues. Version de commandement, le FT75BS avec obusier et des modèles anti-chars à canon renforcé. C'était comme regarder l'évolution se dérouler en accéléré. Autres utilisateurs. Le Renault faible tonnage est devenu l'iPhone des chars, incontournable, faute de capacité chez Renault. D'autres fabricants, dont des usines américaines, ont pris le relais. Les Américains ont créé leur version modifiée, le M1009 117 de 6 tonnes, tout en produisant des chars pour la France. Les nations alliées comme la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, la Russie et les États-Unis ont reçu des livraisons après la guerre. Le char ou ses variantes s'est diffusé en Finlande, Italie, Japon, Lituanie, Pays-Bas, Turquie, Roumanie, Allemagne et ailleurs. C'était la première véritable plateforme de char mondiale de l'histoire, avec son champ de bataille, ses performances et son héritage. Le baptême du feu du Renault de faible tonnage eut lieu le 31 mai 1918 à Poissy-Chazelle. 31 chars ont appuyé une contre-offensive française, remportant un succès immédiat avec seulement 5 pertes. Ils ont réussi à paralyser toute une division allemande comme prévu. Ces chars ont submergé les forces ennemies grâce à des tactiques des saints. Leur petite taille les rendait difficiles à viser. Et l'infanterie les appréciait car l'ennemi ciblait les chars plutôt que les soldats. Leur dimension compacte leur permettait à même d'opérer dans les forêts, un terrain impraticable pour les véhicules terrestres plus grands. Le Renault n'était pas sans défaut, car les premières versions souffraient de problèmes mécaniques, avec les courroies de radiateurs et les systèmes de refroidissement, mais l'accueil fut extrêmement positif. Les Français préparèrent de nombreux véhicules pour une offensive au printemps 1919, annulée par la fin des hostilités avant sa réalisation. Après la guerre, de nombreux pays ont constitué leurs forces blindées autour du Renault faible tonnage. Ces petits guerriers ont combattu lors de la guerre polono-soviétique et de la guerre civile espagnole. Fait notable, beaucoup étaient encore en service lors de la Seconde Guerre mondiale en 1939, bien qu'ils fussent alors largement dépassés par des chars plus modernes. Après l'invasion de la France par l'Allemagne, les faibles tonnages capturés furent réutilisés par les forces de Vichy ou par la Wehrmacht pour l'occupation et l'entraînement. Conclusion. Le Renault faible tonnage a vu le jour comme solution à un problème précis. Comment traverser le no man's land sans finir comme un autre cadavre dans la boue. Il en est né un véhicule révolutionnaire, dont l'ADN marque tous les chars modernes. Sa tourelle rotative, son moteur arrière et son petit compartiment d'équipage efficace ont établi le modèle suivi par les concepteurs de chars depuis plus d'un siècle. Ce minuscule ancêtre n'impressionne peut-être pas par sa puissance de feu brut ou sa taille imposante, mais son influence domine l'histoire des chars. Parfois, ce sont les plus petites innovations qui ont le plus grand impact, et la Renault faible tonnage a prouvé que les bonnes choses viennent vraiment dans de petits formats. Coupe transversale du char assepskien. L'un des éléments visuels les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les panzers allemands, qui traversent à toute allure le territoire ennemi, laissant derrière eux une traînée de mort et de destruction. Durant la Première Guerre mondiale, les chars allemands ont eu des débuts difficiles. Leur première conception de char, la A-7V,
était une boîte métallique maladroite sur chenille, loin des véhicules redoutables. 25 ans plus tard, en 1916, l'Entente introduit les premiers chars pour tenter de rompre le statu quo du front occidental. Bien que limité, le succès des chars français et britanniques montra clairement au monde qu'une nouvelle méthode de guerre avait commencé. Pourtant, le haut commandement allemand hésitait à adopter ses propres blindés. Et aussi tard qu'en 1917, il comptait encore sur l'artillerie et surtout sur l'infanterie, utilisant de nouvelles tactiques de troupes d'assaut pour briser l'impasse. Malgré cela, l'Allemagne avait des planificateurs visionnaires, et en mai 1917, le prototype final de l'A-7 V conçu par Joseph Bollmer fut testé après modification. La production débuta en octobre, et les premiers A-7 V arrivèrent au front en mars 1918. Le char doit son nom à Abteilung Siebenwerk Wiesen, ou le département général de la guerre, section 7, transport. Le plan prévoyait 100 A-7 V, mais seulement 5 Indes furent produits avant la fin des hostilités en novembre 1918. Malgré des plans pour d'autres chars, aucun n'a été produit avant la fin de la guerre, faisant de l'A-7 V l'unique char fabriqué par l'Allemagne. Le véhicule fut désigné sous le nom de Sturmpanzerkraftwagen, ou véhicule motorisé blindé d'assaut, le compartiment d'équipage. La A-7 V avait un équipage bien plus nombreux que ses homologues français et britanniques, généralement 18 hommes. L'équipe se composait d'un officier, d'un conducteur, de 2 mécaniciens, d'un signaleur et d'au moins 12 fantassins pour les 6 mitrailleuses. 2 artilleurs étaient à bord pour le canon avant. Parfois, jusqu'à 25 hommes étaient entassés dans le char, surtout dans la variante femelle. L'intérieur de la 7V était un espace simple et ouvert, sans cloison pour séparer les sections. Les moteurs étaient au centre du char, l'officier et le conducteur assis au-dessus, observant via une coupole. Ces 2 hommes portèrent des combinaisons en amiante pour se protéger de la chaleur intense des moteurs. Le monde extérieur était vu par de petites fentes offrant une visibilité limitée. Le char s'arrêtait souvent pendant la réorientation du commandant. Le reste de l'équipage employait les armes du char, dont le canon principal de 57 mm et 6 mitrailleuses. À l'intérieur du véhicule, il faisait très chaud, l'espace était exigu, et des vapeurs d'essence imprégnaient l'air. Les membres de l'équipage montaient souvent à l'extérieur du char hors combat pour fuir l'inconfort. L'accès au véhicule se faisait par plusieurs trappes rectangulaires sur les flancs du char. Les armes. L'armement principal de la variante mâle A-7V était un canon de campagne de 57 mm monté à l'avant. Une charge d'artillerie typique comptait environ 180 obus répartis entre munitions à fragmentation et standards. Les 6 mitrailleuses MG08 de 7,92 x 57 mm étaient placées autour de la coque, 2 de chaque côté et 2 à l'arrière. Chaque char transportait environ 50 à 60 bandes de munitions pour mitrailleuses. Chaque bande contenant 250 cartouches, bien que cela représentait l'armement standard. Cela pouvait s'ajuster selon les circonstances. Par exemple, un char a été modifié en version féminine, ou entièrement équipé de mitrailleuses, le canon de 57 mm ayant été remplacé par une paire de mitrailleuses Maxim. Chacune des armes était fixée en place, car l'idée d'une tourelle rotative n'avait pas encore été envisagée par les ingénieurs allemands. En conséquence, chaque pièce était limitée par un arc de tir restreint, en particulier le canon de campagne monté à l'avant. Mettre cette arme en position de tir nécessitait de déplacer tout le char, un processus lent et encombrant. Le blindage. Le blindage de la A-7V variait, avec environ 30 mm d'épaisseur à l'avant et 20 mm sur les côtés. Le dessus et le dessous du char étaient protégés par le blindage le plus faible, un peu plus de 10 mm, suffisamment mince pour être transpercé par des grenades à fragmentation. Le métal était également de l'acier ordinaire, qui était cassant. Même si un tir ennemi était dévié, l'équipage à l'intérieur était aspergé d'éclats de métal, les noms et les décorations. Chaque A-7V était baptisé et recevait un nom unique par son équipage. Certains recevèrent des prénoms féminins comme Gretchen ou Lottie, d'autres s'étaient dénommés d'après des héros mythologiques tels que Wotan, Hercule et Siegfried. Le seul A-7V survivant est le 506 Méphisto, diminutif de Méphistophélès, démon du folklore germanique lié à Faust.
Ce nom fut aussi donné au char 503. Avant la bataille, les équipages peignaient des œuvres sur le véhicule. Le Méphisto montrait un démon rouge tenant un losange blanc, rappelant le profil d'un char britannique. De nombreux chars arboraient une tête de mort et des os croisés sur la proue, plus tard recouverts d'une croix noire et blanche de type Patty ou allemande. Après sa capture, Méphisto fut repeint avec un lion britannique couronné dont sa patte reposait sur un A7V, le moteur. L'A7V était doté de 2 moteurs essence Daimler-Benz à 4 cylindres placés au centre du véhicule, pour une puissance combinée de 200 chevaux. 2 moteurs étaient utilisés car il n'existait pas de moteur unique assez grand pour alimenter ce qui pouvait tenir dans l'espace limité de la coque du char. Ces moteurs propulsaient le char à environ 15 km/h sur les routes, bien que cette vitesse soit réduite à environ 5 km/h sur un terrain accidenté. Comme ses contemporains, l'A7V roulait sur des chenilles, ce qui augmentait sa traction. Un avantage que le char avait sur les modèles de l'Entente était le blindage du véhicule qui recouvrait les chenilles, réduisant ainsi leur vulnérabilité au feu ennemi. Le réservoir de carburant. Le char avait une capacité de 500 litres, 132 gallons, à cause de la forte consommation du moteur. Cela limitait l'autonomie de l'A7V à 60 km, soit 37,3 miles sur des routes plates. Les dimensions. L'A7V mesurait 7,34 mètres de long, soit 24 pieds, 3,1 mètres ou 10 pieds de large, et 3,3 mètres ou un peu moins de 11 pieds de haut. Il pesait entre 30 et 33 tonnes, et cette variation était due au processus de fabrication, chaque char étant fabriqué à la main, sans standardisation, ce qui entraînait de petites différences entre chaque véhicule. Le design anguleux rappelait celui d'un wagon blindé, bien qu'il soit capable de se déplacer. Propulsé par son propre moteur, châssis et suspension, l'A7V était conçu autour du châssis du tracteur Holt, incluant une suspension à ressorts verticaux. Le poids important du véhicule donnait au char une garde au sol très basse, limitant ses déplacements aux routes et terrains plats, malgré la suspension. Le trajet était chaotique, et des cordes s'étaient suspendues au toit du char pour que les hommes puissent s'y accrocher et se stabiliser lorsqu'ils traversaient des terrains difficiles. L'A7V en action. L'A7V a peu servi pendant la guerre. Sa première utilisation remonte à mars 1918 lors de l'offensive du printemps à Saint-Quentin. 2 véhicules sont tombés en panne, mais les A7V restants ont aidé à repousser une contre-attaque britannique. Le 24 avril 1918, 3 A7V soutenaient une attaque d'infanterie lors de la 2e bataille de Villars-Bretonneux. Ils ont rencontré 3 chars britanniques, Mark IV, 2 versions femelles avec mitrailleuses et une version mâle avec 2 canons de 6 livres. Les mitrailleuses du char britannique femelle étant inefficaces contre l'A7V, elles se sont repliées. Le char mâle a touché plusieurs fois un A7V le neutralisant. Le véhicule et son équipage ont dû l'abandonner. Ceci fut le résultat du tout premier duel de chars de l'histoire, durant lequel le Méphisto s'est retrouvé piégé dans un cratère d'obus, incapable d'en sortir. L'équipage a abandonné le char, récupéré ensuite par les Britanniques. Il sera finalement transporté en Australie, où il se trouve encore aujourd'hui, en tant que trophée et pièce de musée, après sa piètre performance à Viviers-Bretonneux. Le haut commandement allemand a retiré la A7V du service et annulé les 100 commandes supplémentaires. Les véhicules restants auront un service limité à la fin de la guerre, la plupart des blindés allemands étant des chars britanniques et français capturés. Après la guerre, la plupart des chars restants seront mis à la ferraille. Malgré le succès limité de la A7V, il ne sera pas le dernier char de l'arsenal allemand. Plus tard, les conceptions de chars allemandes intégreront les leçons tirées de la Grande Guerre, ce qui mènera au développement de certains des chars les plus célèbres et efficaces jamais construits. La vie à l'intérieur d'un char, le char Mark 5918. L'arrivée du char pendant la Première Guerre mondiale. J'ai annoncé un tout nouveau type de guerre qui a contribué à briser l'impasse amère et sanglante de la guerre des tranchées, qui avait tourmenté le front occidental pendant des années. Et ce sont les Britanniques qui ont ouvert la voie dans l'introduction, le développement et l'utilisation de ces redoutables machines de combat blindées.
Elles ont été introduites pour la première fois lors de la bataille de la Somme en septembre 1916, au grand choc et à l'incrédulité des soldats allemands. Ces chars de bataille principaux britanniques formaient une série de lourds navires terrestres, à configuration très similaire, plus de 2000 ayant été construits. Avant la fin de la guerre, en novembre 1918, il y avait 5 modèles principaux, le modèle de guerre ultime étant le Mark V. Introduit en juillet 1918, il a été conçu par le major William George Wilson, ingénieur du Royal Naval Air Service britannique, et fabriqué à la Metropolitan Carriage and Wagon Factory à Saltley, Oldbury, dans les West Midlands, Angleterre. Le char Mark V était une version améliorée du Mark I sans être une conception totalement nouvelle. 400 de ces chars, les Mark V furent construits et se composaient de 2 versions. La version avec canon de 6 livres, appelée variante mâle, et la version entièrement équipée de mitrailleuses, appelée variante femelle. 200 de chaque version furent produites. Le compartiment de l'équipage. Comme dans tous les autres chars de la série, il faisait incroyablement chaud à l'intérieur, c'était exigu et bruyant, avec très peu de ventilation. L'équipage de 8 personnes était obligé de communiquer en criant, en utilisant des signaux manuels, et en s'écrivant des notes les uns aux autres. Pour aggraver les choses, le Mark V avait un défaut de conception majeur, et c'était la nouvelle disposition du moteur. Ce qui signifiait qu'il y avait une menace constante d'empoisonnement au monoxyde de carbone dans tout le char à cause des gaz d'échappement mal évacués, et il n'était pas rare que des membres d'équipage s'évanouissent à l'intérieur du char. La cabine du conducteur. La caractéristique révolutionnaire et unique de ce nouveau modèle était qu'il était contrôlé par un seul conducteur, utilisant une boîte de vitesse avec 4 rapports, avant et une marche arrière. Contrairement aux anciens modèles, 4 mécaniciens étaient nécessaires, 2 pour chaque chenille du char. Cette mauvaise configuration avait causé confusion, erreurs et accidents lors de la conduite du char. Le conducteur du Mark V ne voyait dehors que par une petite fente. Ainsi, si le char ne fonctionnait pas en conditions de combat, le commandant du char sortait souvent et marchait devant le véhicule, en signalant au conducteur où aller et en indiquant les dangers potentiels. Un mitrailleur était assis à côté du conducteur et utilisait la mitrailleuse avant. Les toilettes et les douches, ou leur absence. Bien que le char mesurait 26 pieds, soit 8 mètres de long, il n'y avait tout simplement pas assez de place pour installer des toilettes ou des installations de lavage à bord. Et cela n'aidait pas que le char soit déjà terriblement surchargé avec toutes sortes d'équipements et de munitions. Ainsi, bien que les missions durèrent souvent plusieurs jours, tout ce qui était fourni à l'équipage, c'était quelques chiffons et des seaux pour se laver et pour d'autres besoins corporels. Pour vider l'un des seaux, un membre de l'équipage devait ouvrir la trappe de secours pour en jeter le contenu. En plein combat, ces seaux de déchets restaient des heures à l'intérieur, ajoutant à la puanteur de sueur et de fumée dans un intérieur mal ventilé et chaud. Le service du dîner. Des aliments comme le bacon et les œufs étaient cuits à bord, en les enveloppant dans du papier aluminium et en les posant sur les moteurs chauds. Mais la possibilité de préparer la précieuse tasse de thé dans un char britannique n'est apparue que 30 ans plus tard, avec l'introduction du récipient bouilleur dans le char britannique Centurion. L'équipage devait donc faire bouillir l'eau hors du char avec des brûleurs de fortune à essence. Le char de 29 tonnes était propulsé par un gros moteur essence, Ricardo 6 cylindres de 19 litres. Le moteur développait 150 chevaux, ce qui équivaut à celui d'une moto Harley-Davidson moderne. Cela donnait au Mark V une vitesse maximale de 8 km/h, soit à peu près la même vitesse qu'une personne marchant d'un bon pas. Le réservoir de carburant. Bien qu'il contienne 93 gallons, soit 420 litres de carburant, le réservoir n'offrait qu'une autonomie de 72 km. Bien que le réservoir de carburant soit blindé, il pouvait être percé par les tirs de mitrailleuses lourdes ennemies. Comme le char était alimenté à l'essence, il pouvait exploser en cas d'impact, provoquant un incendie et le rendant totalement hors d'usage. Tellement d'équipages ont été incinérés de cette manière que des équipes de récupération spécialement formées ont dû être créées pour extraire leurs corps des carcasses calcinées. La manivelle de démarrage. Les chars devaient être démarrés à la manivelle de l'intérieur, à l'aide d'une grande manivelle qu'il fallait tourner vigoureusement à 2 mains pour lancer le moteur du char. Le système de sémaphore. Le sémaphore permettait aux chars de communiquer via un système primitif de leviers et disques placés sur leur toit.
Mais cela dépendait fortement d'une bonne visibilité, donc des conditions météorologiques défavorables comme la pluie ou le brouillard du petit matin le rendaient pratiquement inutile. La fumée du champ de bataille posait également problème. Les chars transportaient aussi des paniers en osier avec des pigeons voyageurs auxquels on fixait des messages aux pattes avant de les relâcher pour qu'ils retournent à la base. Un extérieur blindé. Le blindage du Mark V était composé d'une plaque d'acier de 16 mm, soit 0,63 pouces d'épaisseur à l'avant, de 12 mm, soit 0,47 pouces sur les côtés, ainsi que de 8 mm, ou 0,31 pouces à l'arrière et sur le toit. Il était totalement protégé contre tous les tirs d'armes légères, résistait aussi aux mitrailleuses lourdes et aux explosions de grenades, sauf à l'arrière et sur le toit du char. La plaque d'acier, de qualité industrielle ordinaire, était assez cassante et éclatait en éclats si elle était pénétrée. Si cela se produisait, cela entraînait la projection de petits éclats de métal chauffés à blanc dans le compartiment de l'équipage, avec des effets dévastateurs. L'équipage portait des masques en cotte de maille d'apparence médiévale pour protéger leurs yeux, et des masques à gaz étaient toujours à portée de main. L'armement. La version masculine était équipée d'un canon de 6 livres dans chaque partie avant de ses sponsons, ainsi que de 4 autres mitrailleuses de calibre 0,303 pouces réparties dans le char. Une mitrailleuse se trouvait de chaque côté des sponsons, une à l'arrière du char, et une quatrième dans la cabine du conducteur, dirigée vers l'avant. La version féminine était la même, sauf que les canons de 6 livres étaient remplacés par des mitrailleuses. Les canons de 6 livres étaient une version à canon court d'un canon naval britannique. Ainsi, ils ne s'enlisaient pas dans la boue lorsqu'ils traversaient les tranchées ou les cratères d'obus. Les mitrailleuses étaient les Hotchkiss M1909 qui pouvaient tirer jusqu'à 10 coups par seconde en rafales courtes. Cependant, l'odeur de la poudre à la cordite des munitions de la mitrailleuse, bien que sans fumée, irritait les yeux et les poumons des tireurs à l'intérieur de l'habitacle exigu et mal ventilé du char. Les munitions. Les 207 obus du canon de 6 livres étaient stockés au centre, tandis que les cartouches de mitrailleuse étaient réparties dans le char à côté des sabords d'armes, pour un accès rapide et facile. Les sponsons latéraux. Les tourelles pour char n'avaient pas encore été pleinement développées, c'est pourquoi on utilisait des sponsons. Au début, il y en avait un de chaque côté du char Mark V, chacun abritant 2 armes, l'une à l'avant du sponson, qui avait un arc de tir très limité, et ne pouvait tirer que sur des cibles situées devant le char. L'autre, placé sur le côté du sponson, ne pouvait viser que les cibles latérales du char. Selon la version, le canon d'avant est un 6 livres, mâle, ou une mitrailleuse, femelle. Le canon latéral sur les 2 variantes était toujours une mitrailleuse. Après la guerre, ces types de montages maladroits ont été abandonnés, lorsque les concepteurs ont introduit des modèles plus efficaces avec tourelles. Mais une exception notable fut le char de transition américain de la Seconde Guerre mondiale, le M3 Legrand. Le poste d'observation, une cabine blindée sur le toit du char, était utilisée pour l'observation panoramique grâce à une série de fentes d'observation. Il y avait également un judas de chaque côté, à travers lequel le commandant pouvait aussi tirer avec son revolver de service à 6 coups si nécessaire. Ces chars ont eu un succès raisonnable. Mais après la guerre, ils ont été remplacés par de nouveaux modèles à tourelles de canon, avec un équipage réduit ainsi qu'une suspension adaptée. Comme le Vickers Medium Mark II avec radio, certains Mark VS ont aussi servi durant la guerre civile russe, finie en 1920. La dernière utilisation de ces chars date d'août 1941, quand l'armée rouge en a enterré 4 comme fortification pour défendre Tallinn contre les Allemands. Les garçons Freibentos. La vie à l'intérieur d'une coupe transversale d'un char Mark IV de la Première Guerre mondiale, au cœur de l'une des batailles les plus difficiles de la Première Guerre mondiale. Un char transportant 9 hommes courageux a survécu pendant 3 jours, isolés entre les 2 fronts d'une bataille. Ils ont marqué l'histoire comme l'action de char la plus longue de la guerre. Nous étions en août 1917. Et le désormais célèbre char Freibentos et son équipage progressaient à travers la 3e bataille d'Ypres, mieux connue sous le nom de bataille de Passchendaele, à une vitesse pas vraiment rapide, mais très bruyante et cahoteuse de 5 km à l'heure.
L'équipe de 9 hommes était composée du capitaine Donald Richardson, du sous-lieutenant George Hill, du sergent Robert Misson et de 6 artilleurs, William Maury, Ernest Hayton, Frederick Arthur, Percy Budd, James Binley et Ernest Brady. Leur poste de combat était le char Mark IV, affectueusement surnommé Fray Bentos par le capitaine Richardson, d'après la célèbre viande en conserve britannique. Le Mark IV, entré en service en mai 1917, fut l'un des chars les plus utilisés de la Première Guerre mondiale. Le Mark IV fut le premier char britannique à être produit en masse, changeant à jamais la nature de la guerre. Doté de plaques d'acier de 12 mm d'épaisseur, découpées, percées et durcies pour le blindage, les chars Mark IV mâles étaient chargés de détruire casemates et nids de mitrailleuses. C'est ce que le Fray Bentos et son équipage faisaient lorsqu'ils se sont tragiquement retrouvés coincés le 27 août 1917. Après avoir tiré sur la ferme de la Somme, le char tomba dans un fossé juste après 5h45 près de leur prochaine cible, la ferme Gallipoli. Richardson marchait d'abord à côté du char pour détourner les tirs ennemis, mais après avoir été blessé aux jambes, il est retourné à l'intérieur, juste à temps pour qu'il soit piégé, même enlisé dans la boue. Tout n'était pas perdu pour Fray Bentos. Le char Losange, lourdement armé, permettait à l'équipage de tirer sur l'armée allemande. Grâce à ses 2 canons Ordnance Quick Firing de 6 livres et ses 3 mitrailleuses, Lewis 303, dont 2 étaient déplacées dans les sponsons et une à l'avant de la coque. L'équipage portait aussi des armes pour se défendre en tentant de dégager le Fray Bentos de la boue. La position du char et la présence des Allemands dans une ancienne tranchée rendaient les mitrailleuses Lewis inutiles. Elles étaient trop basses pour vraiment aider l'équipage du char. D'après le récit de Misson, Hill, Budd et Maury ont été touchés alors qu'ils entraient dans le fossé, par les mêmes trappes conçues pour permettre à l'équipage de tirer sur l'ennemi avec leurs armes personnelles. Budd, assommé, est resté inconscient 2 heures pendant que les autres cherchaient une solution. D'abord, le sergent Misson et l'artilleur Brady sont sortis du char sous un feu ennemi intense pour tenter, en vain, de dégager le véhicule à l'aide de l'équipement fixé dessus. Sentant les balles ricocher autour de lui, Misson a sauté de nouveau dans le char, mais c'était malheureusement trop tard pour Brady. Il a été abattu, et son corps est tombé sous le char, s'enfonçant dans la boue devant ses camarades impuissants. Comme si la situation du Fray Bentos n'était pas déjà assez désespérée. Les Alliés ont aussi tiré sur le char pour éviter que les Allemands ne le récupèrent, pensant l'équipage mort ou parti depuis longtemps. Mais ils étaient vivants et prêts à poursuivre le combat. Pendant un total de 3 jours et 2 nuits, les hommes du Fray Bentos ont enduré le feu ennemi et des conditions horribles à l'intérieur du char de 28 tonnes. C'était peut-être une merveille de la guerre moderne et une arme efficace, mais la vie à l'intérieur était loin d'être agréable. Malgré le blindage, des éclats d'obus entraînés par les trappes, blessant l'équipage avec des gerbes de métal chaud. Ils n'osaient pas sortir, car ils subissaient des tirs ennemis venant de toutes les directions. Et le Fray Bentos n'était pas conçu pour des attaques prolongées sur plusieurs jours. Il ne disposait pas de commodités modernes confortables, comme des toilettes ou même un point d'eau. À la place, les hommes étaient forcés de supporter des températures pouvant dépasser les 30 degrés Celsius ou 100 degrés Fahrenheit pendant la journée, et descendre en dessous de 0 la nuit. Le seul liquide disponible provenait de l'eau du radiateur ou de l'eau sale et boueuse là où ils étaient immobilisés. N'ayant pas d'autre choix, c'est ce qu'ils buvaient pour rester en vie. La situation a semblé désespérée un instant. Un soldat allemand a atteint le char et y a lancé une grenade que les Britanniques ont aussitôt rejetée dehors. Vers 19h, plus de 12 heures après l'incident, tous, sauf Binley, étaient blessés. Le capitaine Richardson a ordonné à Misson de rejoindre l'infanterie britannique pour leur demander de cesser le feu. S'ils voulaient s'en sortir vivants, il ne servirait à rien d'être abattus par des tirs amis, juste au moment où ils échapperaient aux Allemands de l'autre côté, bien sûr. Les Allemands, non informés, ont tiré sur le char les 22, 23 et 24 août 1917. Avant tout, l'équipage du Fray Bentos voulait remplir son devoir et empêcher que le char tombe aux mains de l'ennemi. Perdre un char au profit des Allemands aurait été un coup dur pour leur offensive. Bien que la guerre approchait de sa fin, les Allemands ne s'étaient pas concentrés sur la guerre des chars et n'en avaient aucun à opposer aux Alliés. Ils privilégiaient la défense ou la réutilisation des prises, rendant essentiel que Fray Bentos ne leur échappe pas.
La vie à l'intérieur du Mark IV était loin d'être agréable. Outre les blessures, la chaleur et l'eau boueuse, ce char exigu n'était pas un lieu de vie idéal, même en de bonnes conditions. Le seul siège se trouvait près du moteur et de la transmission de 70 gallons. Cela signifiait que, dans le char, en plus de tout le reste, l'équipage était envahi à chaque inspiration par un nuage de gaz, monoxyde de carbone, huile, fumée et cordite des obus, causant nausées et effets secondaires durables. C'était exigu et intime, mais pas dans le bon sens du terme, avec le bruit de la transmission si fort que l'équipage devait souvent crier pour se faire entendre. En fait, affronter l'extérieur semblait probablement moins horrible à certains égards, car au moins l'air y était un peu plus frais. Le combat contre les garçons épuisés de Freibentos a continué jusqu'au 24, lorsque le capitaine Richardson a décidé que ça suffisait. Après plus de 60 heures d'assaut constant, ils feraient un retour vers les lignes britanniques au petit matin, emportant non seulement leurs armes et leurs cartes, mais décrochant et emportant aussi les mitrailleuses Lewis. De plus, l'équipage a quitté le char à 21h le 24 août, contraint de ramper sur le ventre dans la boue. Les derniers membres de l'équipage du char Freibentos, sans Brady, ont lentement rejoint les lignes britanniques. Enfin, après un voyage ardu et un siège prolongé dans leur char qui a battu des records, l'équipage survivant y était parvenu. Ils ont rencontré le 9e bataillon appelé Black Watch, qui a recueilli les hommes épuisés et soigné leurs blessures. La bataille pour le Freibentos était terminée et, heureusement, les Allemands n'ont jamais réussi à capturer le char pour eux-mêmes. Tous les hommes qui avaient enduré les 3 jours à l'intérieur du Freibentos ont reçu une reconnaissance pour leur calme et leur stoïcisme sous un feu nourri. Le capitaine Richardson et le sous-lieutenant Hill ont reçu la croix militaire, tandis que Missine et Maury ont eu la médaille de la conduite distinguée. Eton, Arthur, Bud et Binley ont aussi reçu la médaille militaire. Bud n'a pas survécu à la guerre, il est mort. Un an plus tard, à 22 ans, le capitaine Richardson prit le commandement d'un autre char, qu'il surnommait Freibentos II. Bien qu'il ne puisse pas égaler l'héritage de son prédécesseur, le Freibentos II fut capturé et présenté à l'empereur Guillaume II. À la fin de la guerre, les garçons affectueusement surnommés Freibentos furent officiellement reconnus comme l'équipage de chars le plus décoré, ayant mené la plus longue action de chars de la Première Guerre mondiale. Coupe du char Fiat 2000. On peut dire que le développement technologique le plus important de la Première Guerre mondiale fut la création du char d'assaut. Et la façon dont ils ont avancé inexorablement à travers le No Man's Land a changé la nature de la guerre à jamais. Les chars conçus par les Britanniques, les Français et les Allemands sont les plus connus et constituent la base des véhicules blindés modernes. Mais d'autres nations, souvent négligées, ont également contribué au développement des chars. Pour prendre l'avantage sur le champ de bataille, l'Italie a développé son propre char, donnant naissance au Fiat 2000, une innovation aujourd'hui oubliée de la Grande Guerre. Les origines. L'Italie est entrée en guerre en 1915 aux côtés des puissances alliées, son principal adversaire étant l'Empire austro-hongrois, la plupart des combats ayant lieu dans le terrain accidenté des Alpes. Dès octobre 1915, Fiat, constructeur automobile italien, a développé un véhicule blindé pour obtenir un avantage militaire sur ses adversaires. Le processus étant très lent, le gouvernement s'est tourné vers les Français, qui ont fourni un Schneider char d'assaut, un puis des Renault FT-17, devenus l'épine dorsale de la force blindée italienne. Ce n'est qu'en 1917 que le modèle de Fiat fut enfin prêt pour les essais. Comparé au Renault de 6 tonnes ou au Schneider de 15 tonnes, le Fiat 2000 était un gigantesque mastodonte de 40 tonnes. Les essais débutèrent en juin 1917 avec un premier prototype, même si le véhicule était incomplet. La coque principale était prête, mais la superstructure n'était qu'une maquette en bois, les pièces métalliques n'étant pas finies. Un second prototype fut ensuite réalisé avec quelques modifications du design. 2 prototypes du Fiat 2000 ont été créés, avec quelques légères différences entre eux. La différence la plus évidente concerne le blindage. La jupe métallique du prototype numéro 1 était composée de plusieurs plaques blindées soudées ensemble, tandis que celle du prototype numéro 2 était faite d'une seule pièce de métal. L'agencement exact de l'armement était également légèrement différent, les mitrailleuses du numéro 1 étant placées directement à l'avant et à l'arrière, tandis que celles du numéro 2 étaient positionnées au coin de la superstructure. Les dimensions.
Le Fiat 2000 était l'un des plus grands véhicules produits durant la Première Guerre mondiale. Il était beaucoup plus lourd que tout autre char du conflit, incluant l'Accept V allemand. Il mesurait plus de 7,3 mètres de long, 3 mètres de large et 4 mètres de haut. La structure carrée faisait ressembler le char à une casemate, et de nombreuses sources contemporaines qualifient le véhicule de forteresse mobile armée. L'armement. Le Fiat 2000 était lourdement armé, capable de délivrer une puissance de feu considérable. L'armement principal était un obusier de 65 mm, une pièce d'artillerie compacte conçue pour une utilisation en montagne. Le canon était installé dans une tourelle en forme de dôme sur le dessus du véhicule, qui pouvait tourner à 360 degrés avec une dépression de -10 degrés et une élévation de 75 degrés, offrant au char un large champ de tir pour protéger le véhicule et son équipage contre l'infanterie ennemie. Il avait de nombreux hublots sur la coque, pouvant accueillir jusqu'à 8 mitrailleuses Fiat Ravelli de 65 mm. Les mitrailleuses étaient disposées selon différentes configurations dans le but de couvrir le char sous tous les angles. Le blindage épais du Fiat 2000 pour la Première Guerre mondiale variait de 10 à 15 mm sur les côtés et l'arrière, atteignant 20 mm à l'avant, plus épaisse que celle de la plupart de ses contemporains. La structure du char était légèrement inclinée vers le haut, mais selon un angle trop faible pour être considéré comme un véritable blindage incliné, ce qui signifiait que le char comptait sur l'épaisseur et la robustesse de son blindage pour dévier les tirs ennemis. L'équipage initial d'un char comptait 10 hommes dont la plupart utilisèrent les mitrailleuses. Comme toutes les armes ne seraient sans doute pas utilisées en même temps, l'équipage serait réduit à environ 8 hommes. Le conducteur était assis au centre, à l'avant du char, et observait le monde soit à travers un périscope, soit, si les circonstances le permettaient, par une grande trappe à l'avant du véhicule. Cependant, cela exposerait le conducteur et l'équipage à des risques, et ne se ferait qu'en dehors des combats. L'équipage entrait par une trappe sur le côté gauche du char et s'installait dans des compartiments situés au-dessus du moteur, de la transmission et des autres éléments, séparés par une cloison. Grâce à ces compartiments distincts, les hommes disposaient de plus d'espace pour manœuvrer que dans les chars d'autres nations. Le groupe motopropulseur et les performances. Le véhicule utilisait un moteur d'aviation Fiat A12 à 6 cylindres, développant environ 250 chevaux. Le moteur, conçu pour les avions, obligeait le char à utiliser du carburant d'aviation à cause de son poids important. Le Fiat 2000 atteignait environ 6 km/h sur terrain plat, soit la vitesse d'une marche rapide. Ce n'était pas vu comme un inconvénient, car à l'époque, les chars servaient à soutenir l'infanterie plutôt qu'à agir seuls. Il n'était donc pas nécessaire d'avoir une vitesse supérieure à celle d'un fantassin en marche. Durée de service. Bien qu'innovant à sa manière, le Fiat 2000 fut finalement un échec. Il était trop grand et encombrant pour être utile sur les cols étroits des Alpes, où se déroulait l'essentiel des combats en Italie. Un autre problème qui a entravé le processus était la lenteur du développement. Bien que l'idée ait vu le jour en 1915, ce n'est qu'en 1917 que le premier prototype a commencé à être testé. Ce n'était que la coque, sans superstructure, et le second véhicule resta inachevé jusqu'en février 1918. Le programme fut annulé le 4 novembre 1918, peu avant la fin des hostilités. Le prototype numéro 2 a été déployé sur la rivière Piave, site de la dernière offensive austro-hongroise en Italie durant la guerre. Toutefois, rien ne prouve son usage au combat. Il était sans doute là seulement pour des essais après-guerre. Un seul prototype de la Fédération internationale de l'automobile 2000 a été construit malgré quelques combats. En 1919, des révoltes en Afrique sous contrôle italien ont entraîné le déploiement d'un char en Libye. Les sources ne précisent pas si les deux prototypes ont été envoyés ou seulement le prototype numéro 2. Quoi qu'il en soit, un ou deux chars faisaient partie d'une force envoyée pour reprendre Jadaboub, mais la manière dont ils ont réussi pendant la campagne reste mystérieuse. Le dictateur libyen Mouammar Kadhafi a représenté le Fiat 2000 sur une série de timbres, y compris pour commémorer une bataille qui a eu lieu en 1913, bien avant le Fiat 2000. L'idée même d'un char existait-elle alors ? Le sort des deux prototypes fait aussi débat et suscite des spéculations chez les historiens. La dernière photo du prototype numéro 1 date de 1924. Un inventaire des véhicules et équipements de 1925-1926 ne signale qu'un seul char.
Le prototype numéro 2 a existé jusqu'aux années 1930, on suppose donc que l'autre a été mis à la ferraille, sans certitude. En 1934, le deuxième prototype remplaça ces mitrailleuses avant par des canons de 37 mm. Il a servi à l'entraînement et à la propagande, mais son sort final reste inconnu. Peu après cette modification, le dernier Fiat 2000 a disparu des registres et de l'histoire, probablement envoyé à la casse lors de la Seconde Guerre mondiale, sans laisser de traces. Première tentative italienne en conception de char, il était innovant et possédait des caractéristiques modernes comme une tourelle rotative. Il s'est avéré inadapté au combat et dépassé par d'autres chars. Le char italien suivant, le Fiat 3000, était basé sur le Renault faible tonnage français. Lors de sa création, la conception des chars débutait, et le Fiat 2000 fut une tentative créative de créer un véhicule efficace de zéro. Une expérience qui représentait les difficultés de croissance d'un nouveau type de guerre, qui finirait par dominer les champs de bataille du monde entier. En 2017, les travaux ont débuté pour réaliser une réplique grandeur nature, après la découverte et l'achat d'une maquette à l'échelle 1/15 par le groupe italien Spa Militar. Après avoir financé le projet par le biais du financement participatif, le groupe a réussi à construire une réplique entièrement fonctionnelle de l'original, qui a été achevée en 2020. Elle se trouve désormais au Museo Civico della Forza Armate 1914-1945 à Vicence, en Italie. En plus d'être exposé au musée, le char devait aussi être commercialisé, utilisé dans des films, loué et présenté lors d'expositions. Cela financera la restauration et la reconstitution d'autres chars et véhicules historiques italiens.